Ou encore, bien plus tôt, il est indifférent de considérer un phénomène organique comme irritabilité ou comme sensibilité. Ceci, déjà, de manière générale, est pareillement quand on parle de leur grandeur, tout comme il est indifférent d'exprimer l'augmentation d'un trou comme accroissement du soi en tant que vide, ou comme accroissement du plein retiré, ou qu'un nombre, par exemple 3, reste de même grandeur, que je le prenne positivement ou négativement, et quand j'agrandis le 3 pour en faire un 4, le positif aussi bien que le négatif sont devenus 4. De la même façon que le pôle sud d'un aimant est exactement aussi fort que son pôle nord, ou qu'une électricité positive ou un acide sont exactement aussi forts que la négative ou que la base sur lesquelles ils s'agissent, une existence organique est une grandeur de ce genre, comme ce 3 ou cet aimant, etc. Elle est ce qui est augmenté et diminué, et quand elle est augmentée, ces deux facteurs le sont tout de même que les deux pôles de l'aimant, ou que les deux électricités lorsqu'un aimant, etc., est renforcé, que l'un et l'autre moment puissent tout aussi peu différer en intention et en extension, que l'un ne puisse pas diminuer en extension, mais puisse en revanche croître en intention, tandis que l'autre, à l'inverse, serait censé diminuer son intention, mais augmenter en extension. Tout cela tombe sous le même concept d'opposition vide. L'intention réelle est tout bonnement et tout aussi bien aussi grande que l'extension et inversement. À vrai dire, ainsi qu'il apparaît clairement dans cette attribution de loi, les choses se paraissent de telle manière que ce sont d'abord l'irritabilité et la sensibilité qui constituent l'opposition organique déterminée. Mais ce contenu se perd et l'opposition se dilue dans l'opposition formelle de l'accroissement et de la diminution, ou des intentions et extensions différentes. Opposition qui désormais ne concerne plus en rien la nature de la sensibilité et de l'irritabilité, et qui ne l'exprime plus. Dès lors, ce genre de jeu vide qui consiste à attribuer des lois n'est plus lié n'est plus lié au moment organique, mais peut être pratiqué en tout lieu avec tout ce qu'on voudra, et repose en définitive sur l'absence de familiarité avec la nature logique de ces oppositions. Si, enfin, au lieu de la sensibilité et de l'irritabilité, c'est la reproduction qu'on met en relation avec l'une ou l'autre, c'est l'occasion même d'attribuer ces lois qui disparaît à son tour. La reproduction, en effet, n'est pas en opposition avec ces moments comme ceux-ci sont l'un face à l'autre. Et comme c'est sur cette opposition que repose cette attribution de loi, disparaît ici l'apparence même qu'elle est lieu. L'attribution de loi que nous venons d'examiner contient les différences de l'organisme dans leur signification de moment de son concept et devrait, à dire vrai, être une législation décrétée a priori. Mais il y a en elle-même essentiellement cette idée que ces différences ont la signification de choses présentes et la conscience simplement observante n'a de toute manière qu'à s'en tenir à leur existence. L'effectivité organique a nécessairement chez elle une opposition du type de celle que son concept exprime et qui peut être déterminée comme irritabilité et sensibilité, de même que l'une et l'autre apparaissent à leur tour distinctes de la reproduction. L'extériorité dans laquelle les moments du concept organique sont ici examinés est l'extériorité immédiate propre de l'intérieur, et non pas l'extérieur qui est extérieur dans l'ensemble, qui est figure, et en relation avec lequel il faudra ultérieurement examiner l'intérieur.
Mais si l'on appréhende l'opposition des moments tels quels, est à même l'existence, sensibilité, irritabilité et reproduction se dégradent alors en propriétés communes, qui sont des généralités tout aussi indifférentes les unes à l'égard des autres que poids spécifique, couleur, dureté, etc. En ce sens, on peut certes bien observer qu'une réalité organique peut être plus sensible ou plus irritable ou d'une plus grande puissance reproductive qu'une autre, et de même que la sensibilité, etc., de l'un est, selon l'espèce, différente de celle d'un autre, que face à certaines excitations déterminées, l'un se comporte autrement que ne le fait un autre. De même que le cheval n'a pas le même comportement face à l'avoine que face au foin, et qu'à son tour, le chien aura encore une autre attitude face à l'une et à l'autre, etc. Tout autant on peut encore observer qu'un corps est plus dur qu'un autre, et ainsi de suite. Simplement, ses propriétés sensibles, dureté, couleur, etc., tout comme les phénomènes d'excitabilité par l'avoine, l'irritabilité à la charge, ou du nombre de petits et de la façon de les mettre au monde, une fois qu'on les a mises en relation et comparées entre elles, sont par essence en contradiction avec la notion de conformité à une loi. La déterminité de leur être sensible consiste, en effet, précisément à exister de manière parfaitement indifférente les unes par rapport aux autres, et à donner à voir au contraire la liberté de la nature délivrée du concept, plutôt que l'unité d'une relation, à exposer bien plutôt leur irrationnel jeu de va-et-vient sur l'échelle des grandeurs contingentes entre les moments du concept que ces moments eux-mêmes. C'est l'autre côté, celui selon lequel les moments simples du concept organique sont comparés aux moments de la configuration, qui fournirait alors, et seulement alors, la loi proprement dite, qui exprimerait l'extérieur vrai comme copie de l'intérieur. Or, comme ces moments simples sont des propriétés fluides qui pénètrent partout, ils n'ont pas en la chose organique une expression réelle, disjointe, comme en est une, ce que l'on appelle un système singulier de la figure, ou encore, si l'idée abstraite de l'organisme dans ces trois moments n'est exprimée de manière véritable que parce qu'ils ne sont rien de stable, mais simplement des moments du concept et du mouvement, celui-ci, en revanche, l'organisme, en tant que configuration, n'est pas embrassé dans ces trois systèmes déterminés, tels que l'anatomie les disjoints, dès lors que les systèmes de ce genre sont censés être trouvés dans leur effectivité et légitimés par ce fait qu'on les a trouvés. Il faut également rappeler que l'anatomie ne met pas seulement en évidence ces trois systèmes-là, mais de très nombreux autres encore. Ensuite, de quoi, et abstraction faite de cela, le système sensible, notamment, doit signifier quelque chose de tout à fait autre que ce que l'on appelle le système nerveux. Le système irritable, de même, doit signifier quelque chose d'autre que le système musculaire. Le système reproductif, quelque chose d'autre que les entrailles de la reproduction. Dans les systèmes de la figure en tant que telle, l'organisme est appréhendé selon le côté abstrait de l'existence morte. Ces moments ainsi recueillis ressortissent à l'anatomie et au cadavre, non à la connaissance et à l'organisme vivant, en tant que partie de ce genre. Ils sont même, au contraire, cessés d'être, car ils cessent d'être des processus. Étant donné que l'être de l'organisme est essentiellement une universalité ou réflexion en soi-même, l'être de son tout, de même que ces moments, ne peut consister en un système anatomique, mais l'expression effective de ces moments et leur extériorité n'est présente au contraire que comme mouvement qui parcourt les différentes parties de la configuration
et au sein duquel ce qui est arraché et fixé comme système singulier se présente essentiellement comme moment fluide, en sorte que ce n'est pas l'effectivité telle que l'anatomie la trouve qui est fondée à valoir comme sa réalité, mais seulement cette effectivité en tant que processus au sein duquel seules les parties anatomiques aussi ont un sens. Il ressort donc de tout cela, d'une part, que les moments de l'intérieur organique pris pour soi ne sont pas capables de fournir les côtés d'une loi de l'être, dès lors que dans une loi de ce type, ils sont énoncés à partir d'une existence, sont distincts les uns des autres, et ne peuvent pas tous être nommés de la même manière à la place des autres, et d'autre part que, posés d'un côté, ils ne trouvent pas de l'autre côté leur réalisation en un système ferme, car ce système est tout aussi peu que quelque chose qui aurait en général une vérité organique, qu'il n'est l'expression de ces moments de l'intérieur. L'essentiel de l'organique, parce qu'il est en soi l'universel, est bien plutôt tout simplement d'avoir ces moments dans l'effectivité d'une manière tout aussi universelle, c'est-à-dire comme des procès courant bout en bout, et non pas de donner à même une chose isolée, une image de l'universel. De cette manière, chez l'organique, la représentation d'une loi est tout simplement promise à se perdre. La loi veut appréhender et exprimer l'opposition comme autant de côtés figés, et chez ceux-ci, la déterminité, qui est leur relation mutuelle, l'intérieur, auquel ressortit l'universalité qui apparaît, et l'extérieur, auquel ressortissent les parties de la figure au repos, devraient constituer les côtés corrélatifs de la loi, mais à être tenus ainsi l'un à l'écart de l'autre, ils perdent leur signification organique et au fondement de la représentation de la loi. On trouve précisément cette idée que ces deux côtés auraient chacun une pérexistence indifférente qui serait pour soi, et que la relation, comme double déterminité corrélative, serait partie sur chacun d'eux. Or, au contraire, chacun des côtés de l'organique est en soi-même cet être double, est à la fois l'universalité simple, où toutes les déterminations sont dissoutes, et le mouvement de cette dissolution. L'intelligence de la différence que représente ce type d'attribution de loi par rapport à des formes antérieures éclairera complètement sa nature si, en effet, nous revenons au mouvement de la perception et de l'entendement qui s'y réfléchit en soi et détermine ainsi son objet. Nous voyons que ce dernier n'a pas là, sous les yeux, à même son objet, la relation de ces déterminations abstraites de l'universel et du singulier, de l'essentiel et de l'externe, mais qu'il est lui-même le passage pour qui ce passage ne devient pas objectable. Ici, en revanche, c'est l'unité organique, c'est-à-dire précisément la relation de ces oppositions. Et cette relation est pur passage, qui est elle-même l'objet. Ce passage, dans sa simplicité, est immédiatement une universalité, et dès lors que celle-ci entre dans la différence, dont la loi est censée exprimer la relation, ces moments sont en tant qu'objet universel de cette conscience, et la loi dit que l'extérieur est expression de l'intérieur. L'entendement a saisi ici la pensée de la loi elle-même, tandis qu'auparavant, il ne cherchait que des lois en général, et que ce qu'il avait l'impression de voir, c'était les moments de celle-ci, comme un contenu déterminé, et non comme les pensées de ces lois. Et donc, pour ce qui est du contenu, on ne doit pas conserver ici les lois qui ne sont que réception statique, dans la forme de l'universalité, de différence qui se contentent simplement d'être, mais des lois qui ont immédiatement aussi en ces différences l'inquiétude du concept et partant, en même temps,
la nécessité de la relation des différents côtés, simplement comme l'objet, l'unité organique réunit précisément l'abolition infinie, ou la négation absolue de l'être et l'être au repos, et que les moments sont essentiellement pur passage. Il ne résulte aucun côté qui soit du genre de ceux qui sont requis pour la loi. Pour obtenir ce genre de côté, l'entendement doit s'en tenir à l'autre moment du rapport organique pour savoir à la réflexivité en soi-même de l'existence organique. Mais cet autre est si parfaitement réfléchi en lui-même qu'il ne lui reste plus de déterminité face à autre chose. L'être sensible immédiat ne fait qu'un, immédiatement, avec la déterminité en tant que telle, et exprime donc à même soi une différence qualitative, comme le bleu, par exemple, face au rouge, l'acide face à l'alcalin, etc. Mais l'être organique revenu en soi est parfaitement indifférent à l'égard d'autre chose. Son existence est l'universalité simple et refuse à l'observateur des différences sensibles ou durables, ou, ce qui revient au même, ne montre sa déterminité essentielle que comme changement de déterminité qui sont, et la façon dont elle s'exprime par conséquent, la différence, en tant que différence qui est, c'est précisément qu'elle est une différence indifférente, sans intérêt, c'est-à-dire qu'elle s'exprime comme grandeur, mais en cela, le concept est détruit et la nécessité a disparu. Cependant, le contenu et ce qui emplit cet être indifférent, le changement des déterminations sensibles, repris dans la simplicité d'une détermination organique, exprime alors en même temps ceci qu'il n'a précisément pas cette déterminité, que la propriété immédiate et le qualitatif ne fait que tomber dans la grandeur, comme nous avons vu ci-dessus. Donc, bien que l'élément objectal qui est appréhendé comme déterminité organique est déjà chez lui-même le concept, et se différencie par là de ce qui est pour l'entendement qui se comporte de manière purement perceptive dans l'appréhension du contenu de ces lois, cette appréhension retombe cependant entièrement dans le principe et la manière de l'entendement simplement perceptif, pour la raison que ce qui est appréhendé est utilisé pour devenir autant de moments d'une loi. Ce qui est appréhendé y reçoit en effet la modalité d'une déterminité ferme, la forme d'une propriété immédiate ou d'un phénomène figé, puis est accueilli dans la détermination de la grandeur, et la nature du concept est ainsi réprimée. L'échange d'une chose simplement perçue contre une chose réfléchie en soi